À la fête de promotion de mon frère Graham, debout dans le salon bondé de nos parents, entouré de proches et de collègues, il a levé sa coupe de champagne et a annoncé bruyamment « Voici mon frère James. » Pas de diplôme, pas d'avenir, il vit juste au crochet de la famille. Tout le monde a ri. Mes parents le regardaient fièrement. Ma tante Vivien a hoché la tête, l'air entendu. Ma cousine Chloé a souri narquoisement. Je sentais tous les regards sur moi, attendant que je m'effondre. Au lieu de cela, j'ai souri, levé ma propre coupe, et dit clairement « Santé ». C'est la dernière fois que l'un d'entre vous me verra. Puis je suis sorti. Le silence s'est fait dans la pièce. La soirée avait commencé de manière si différente. J'étais arrivé chez mes parents dans la banlieue de Northwood, dans le New Jersey, portant un gâteau étagé au chocolat gastronomique que j'avais passé des heures à perfectionner. La recette était compliquée, nécessitant une attention constante, mais je voulais apporter quelque chose de spécial. Je portais mon meilleur costume, un ensemble gris anthracite que j'avais acheté en solde spécialement pour ce soir. J'étais enthousiaste, sincèrement plein d'espoir, car je pensais que cette soirée serait enfin ma chance de partager de bonnes nouvelles me concernant. La maison était déjà pleine quand je suis arrivé. Les collègues de Graham de son cabinet de conseil se mêlaient à notre famille élargie. Tout le monde était habillé en tenue décontractée de bureau, boisson à la main, les rires remplissaient tous les recoins. Ma mère a pris le gâteau de mes mains avec à peine un regard, le posant sur le comptoir de la cuisine parmi les amuse-gueules traiteurs sans commentaire. Mon père était déjà en pleine conversation avec le patron de Graham, gesticulant de manière animée à propos de quelque chose. Personne n'a demandé comment j'allais. Personne n'a posé de questions sur ma semaine. J'y étais habitué maintenant, mais cela piquait toujours un peu. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne dans cette pièce ne comprenait, c'était l'histoire qui m'avait mené à cet instant. Des années auparavant, quand j'avais 22 ans, j'étais à mi-chemin de ma 3e année à l'université d'État de Méridian, étudiant les arts numériques. J'adorais ça. Chaque projet, chaque cours, chaque nuit passée au laboratoire informatique me donnait l'impression de construire quelque chose de réel. Mais ensuite, mon père a fait une crise cardiaque. C'est arrivé soudainement, violemment, un mardi matin, à sa petite entreprise de fabrication. Triple pontage, des mois de convalescence. Et pendant ces mois, l'entreprise a failli s'effondrer. Des commandes ont été manquées. Des clients sont partis. Les factures s'accumulaient. Ma mère était dépassée, essayant de gérer ses soins tout en tentant de s'occuper d'une entreprise dans la gestion de laquelle elle n'avait jamais été impliquée. Graham terminait son MBA à la Westlake School of Business. Il lui restait un semestre, des entretiens de stage cruciaux alignés, tout son avenir s'étendant devant lui, doré et certain. Mes parents m'ont fait asseoir dans la salle d'attente de l'hôpital et m'ont demandé si je pouvais prendre un semestre de congé pour aider. Juste un semestre, ont-ils promis, juste jusqu'à ce que papa soit rétabli et qu'il puisse embaucher une gestion appropriée pour l'entreprise. J'ai dit oui. Bien sûr que j'ai dit oui. C'était mon père. Un semestre est devenu 2. Ensuite, je ne pouvais plus me permettre de reprendre mes études parce que chaque dollar que je gagnais avec mes 3 emplois allait aux factures médicales et au maintien de l'entreprise à flot. Je travaillais comme barista le matin, commis de vente l'après-midi, et serveur de nuit dans un dîner près de l'autoroute. Je dormais 4 heures par nuit. J'ai regardé Graham obtenir son diplôme avec mention pendant que je servais du café à des camionneurs à 2 heures du matin. Mes parents ont promis qu'ils m'aideraient à retourner à l'école une fois que les choses se seraient stabilisées. Ils ont promis qu'ils ne m'avaient pas oublié. Mais Graham a obtenu son emploi en entreprise, a déménagé dans un appartement chic à Fairfield, a commencé à grimper les échelons à une vitesse fulgurante. L'attention de la famille s'est entièrement portée sur ses réalisations, et d'une manière ou d'une autre, progressivement, mon sacrifice a été oublié. Il a été recadré comme mon échec. Au cours des 2 dernières années, j'avais travaillé comme artiste numérique indépendant depuis mon petit appartement, construisant mon portfolio, acceptant des clients partout où je pouvais les trouver. Je travaillais constamment, j'apprenais de nouveaux logiciels par moi-même, je me poussais à m'améliorer, mais ma famille rejetait cela. Ma mère appelait ça jouer sur l'ordinateur. Mon père demandait quand j'allais obtenir un vrai travail. Graham reconnaissait à peine ce que je faisais. Ce soir, avant son annonce cruelle, j'étais près de la cuisine, essayant de ne pas déranger, quand j'ai entendu ma mère parler à un groupe d'épouses de collègues de Graham. « Nous sommes si chanceux, disait-elle, sa voix vibrante de fierté. Graham a incroyablement bien réussi.
Nous avons un enfant qui a réussi. Au moins, Graham a fait quelque chose de sa vie. L'une des femmes m'a regardé, visiblement mal à l'aise. Ma mère ne l'a pas remarqué ou s'en fichait. Mon père, se joignant à la conversation, a ajouté en secouant la tête, James n'a juste jamais eu la motivation, vous savez? Certains enfants sont autonomes et d'autres ont besoin de plus d'encouragement. Nous avons essayé, mais on ne peut faire que ce qu'on peut. Ces mots ont été comme un coup physique. J'ai serré mon verre plus fort, mes phalanges blanchissant, mais je suis resté silencieux. Je me suis dit que je resterais pour Graham, que je serais solidaire, que je serais la personne la plus mature. Puis vint le moment. Graham a demandé l'attention de tout le monde. La pièce s'est tue. Il se tenait au centre du salon, beau dans son costume coûteux, l'enfant modèle dans toute sa splendeur. Il a parlé de sa promotion au poste de consultant senior, des défis à venir, de sa gratitude pour le soutien familial. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Et je devrais présenter mon frère pour ceux qui ne le connaissent pas, a-t-il dit, son ton passant soudainement à quelque chose de presque moqueur. Voici mon frère James. Pas de diplôme, pas d'avenir, il vit juste au crochet de la famille. La pièce a éclaté de rire. Pas des rires polis, mais de vrais rires, comme s'il avait raconté une blague vraiment drôle. Mes parents riaient. Ma tante Vivien riait. Mes cousins riaient. Le patron de Graham riait. Je sentais tous les regards sur moi, observant ma réaction, attendant que je me ratatine, que je pleure ou que je m'excuse d'exister. Mes mains tremblaient, ma gorge se serrait, mais quelque chose en moi s'est durci au lieu de se briser. J'ai souri. J'ai levé mon verre et j'ai parlé clairement, calmement, pour que tout le monde puisse entendre. Santé. C'est la dernière fois que l'un d'entre vous me verra. Puis je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Le rire est mort instantanément. Le silence qui l'a remplacé était lourd et choqué. J'ai entendu ma mère s'étouffer. J'ai entendu quelqu'un chuchoter, « Oh mon Dieu !» Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai traversé la porte d'entrée, la cour jusqu'à ma berline bien entretenue, vieille de 8 ans. Mes mains tremblaient si fort que j'arrivais à peine à mettre la clé dans le contact. Au moment où je suis sorti de l'allée, mon téléphone a vibré violemment. SMS de maman, comment oses-tu nous embarrasser comme ça? Reviens ici tout de suite. SMS de maman, ce comportement est totalement inacceptable. SMS de Graham, c'était juste une blague. Arrête d'être si sensible. Tu gâches ma soirée. SMS de papa, ta mère est très contrariée. Tu nous dois des excuses à tous. J'ai conduit 20 minutes jusqu'à mon appartement, ma vision brouillée par les larmes, mon téléphone vibrant continuellement sur le siège passager. Quand je me suis finalement garé, je suis resté assis dans la voiture et j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Pas seulement à cause de ce que Graham avait dit, mais à cause de ce que cela révélait. Il me considérait sincèrement comme sans valeur. Après tout ce que j'avais sacrifié pour cette famille, il me voyait comme un fardeau et un échec. Je suis entré, j'ai monté les escaliers jusqu'à mon studio au 2e étage et je me suis effondré sur mon lit. J'ai bloqué tous leurs numéros, absolument tous. Puis j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes, pleurant la famille que je pensais avoir, pleurant les personnes que j'aurais souhaité qu'ils soient. Vers minuit, épuisé émotionnellement, j'ai remarqué que mon téléphone sonnait avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. J'en avais fini avec ma famille, fini avec leurs exigences. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Bonjour. Est-ce bien James? La voix était masculine, professionnelle, inconnue. Oui, c'est bien moi. Je suis Victor Sterling. Je suis le directeur créatif senior chez Pinnacle Creative Agency à Metropolitan Harbor City. J'essayais de vous joindre depuis 3 jours. Je me suis redressé, confus et soudainement alerte. Je suis désolé. Quoi? J'ai vu votre portfolio en ligne, a-t-il poursuivi, sa voix chaleureuse et enthousiaste. Votre travail est exceptionnel, frais, audacieux, exactement ce que nous recherchons. J'aimerais vous offrir un poste de directeur artistique junior dans notre agence. Le salaire est de 75 000 $ par an, et nous offrons des avantages sociaux complets et une assistance à la réinstallation. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais pas assimiler ce que j'entendais. Je vous ai envoyé plusieurs courriels et laissé des messages vocaux, a continué Victor.
Le poste a un délai d'acceptation de 48 heures car nous avons besoin de quelqu'un pour commencer immédiatement. Je sais que c'est soudain, mais j'espère vraiment que vous y penserez. Mon ordinateur portable était à l'autre bout de la pièce. J'ai trébuché jusqu'à lui, j'ai ouvert mon courriel avec des mains tremblantes. Ils étaient là. 3 courriels de Pinnacle Creative Agency, une lettre d'offre formelle, un ensemble d'avantages sociaux, tout était officiel et réel. Je l'ai-je bégayé, ma voix se brisant. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr, a dit Victor gentiment, mais j'ai besoin d'une réponse d'ici vendredi à 17 heures. J'espère vraiment que vous direz oui, James. Je pense que vous seriez parfait ici. Nous nous sommes dit au revoir. J'ai raccroché. Puis j'ai écouté les messages vocaux que j'avais ignorés pendant des jours parce que j'avais été trop occupé à préparer la fête de Graham. Il y en avait 3 de Victor, chacun plus impatient que le précédent. C'était réel. C'était en train d'arriver. Une grande agence de publicité de Metropolitan Harbor City me voulait. Ils avaient trouvé mon portfolio grâce à l'appel ouvert que j'avais soumis il y a des mois, une soumission que j'avais passé 3 semaines à perfectionner pendant que ma famille se moquait de moi pour avoir perdu mon temps. J'ai regardé autour de mon petit appartement la vie que j'avais construite ici malgré tout. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. Rien ne me retenait dans le New Jersey. Plus d'amis proches parce que j'avais été trop occupé à travailler pour maintenir des relations, aucune famille qui m'appréciait, rien d'autre que la peur de l'inconnu, et j'en avais fini d'avoir peur. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis devant mon ordinateur portable, lisant et relisant la lettre d'offre de Pinnacle Creative Agency, essayant de me convaincre que c'était réel. 75 000 $ par an. Dans le New Jersey, enchaînant mes emplois indépendants et tirant le diable par la queue, j'avais gagné peut-être 35 000 $ l'année dernière. C'était plus du double. C'était une vie. À l'aube, j'avais pris ma décision. J'ai ouvert mon courriel et j'ai tapé une réponse à Victor Sterling. Cher Victor, je suis honoré et ravi d'accepter votre offre. Merci de croire en mon travail. Je suis prêt à commencer dès que possible. Cordialement, James. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir douter. En moins d'1 heure, alors que je préparais du café avec des mains tremblantes, Victor a répondu. Il était clairement enchanté. Il a envoyé les documents d'intégration, une date de début dans 2 semaines, et les coordonnées d'un spécialiste en réinstallation qui pourrait m'aider à trouver un appartement à Metropolitan Harbor City. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées dans un flou de logistique et de détermination. J'ai donné mon préavis pour mon appartement, mon propriétaire étant étonnamment compréhensif. J'ai emballé tout ce que je possédais dans des boîtes, ce qui n'était pas grand-chose, vêtements, livres, mon équipement informatique, les produits de base de la cuisine. Toute ma vie tenait dans ma petite voiture avec de la place en plus. Pas une seule fois ma famille n'a appelé. Ils attendaient clairement que je m'excuse, que je revienne en rampant, admettant que j'avais exagéré. Je ne les ai pas contactés non plus. Chaque jour qui passait en silence me rendait plus certain que je faisais le bon choix. Le jour du déménagement est arrivé un samedi matin gris. J'ai chargé la dernière boîte dans ma voiture, j'ai jeté un dernier regard à l'appartement où j'avais passé 2 ans à me reconstruire à partir de rien, et je suis parti. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais libre. Metropolitan Harbor City était écrasante de la meilleure des manières. Le spécialiste en réinstallation m'avait aidé à trouver un petit studio dans le quartier de Bayview, abordable avec mon nouveau salaire, à 40 minutes de trajet en métro jusqu'au bureau de l'agence à Midtown. Il était plus petit que mon logement du New Jersey, mais les fenêtres faisaient face à l'est et la lumière du matin inondait l'intérieur. Et cela me semblait en quelque sorte une métaphore de tout. Mon premier jour chez Pinnacle Creative Agency, j'étais terrifié. Le bureau occupait 3 étages d'une tour de verre près du quartier financier. Tout était élégant, moderne, vibrant d'énergie créative. Des gens de mon âge et plus âgés se déplaçaient dans l'espace avec détermination et des tasses de café, parlant de campagne, de clients et de délais. Victor m'a rencontré dans le hall, chaleureux et accueillant, exactement comme il sonnait au téléphone. Il avait peut-être 45 ans, les cheveux grisonnants et des yeux bienveillants, vêtu de ce que j'ai appris être l'uniforme de l'agence, jean foncé et blazer. James, bienvenue. Nous sommes si heureux que vous soyez là. Il m'a fait visiter, me présentant à ce qui ressemblait à une centaine de personnes dont j'ai immédiatement oublié les noms. Mes 3 noms sont restés, Léo, drôle et encourageant,
un concepteur-rédacteur avec un esprit vif et un rire facile, Alice Kim, directrice créative associée, perspicace et honnête, qui m'a regardé dans les yeux lorsque nous nous sommes serrés la main et a dit « Victor n'embauche pas des gens en qui il ne croit pas. Vous devez être bon. » Et Cameron, un autre directeur artistique, compétitif mais juste, qui m'a évalué d'un hochement de tête et a dit « Hâte de voir votre travail. » Mon bureau était dans un espace de travail ouvert avec le reste de l'équipe créative. Victor m'a donné ma première mission, une campagne de médias sociaux pour une gamme de soins de la peau biologique. Rien d'énorme, mais un vrai projet avec un vrai client et un vrai délai. J'ai travaillé plus dur que je n'avais jamais travaillé de ma vie. Je restais tard, arrivais tôt, poussais chaque conception à travers de multiples révisions. Léo a commencé à me rejoindre pour le déjeuner, me faisant rire avec des histoires de présentations désastreuses et de réunions clients qui avaient mal tourné. Alice s'arrêtait régulièrement à mon bureau, offrant des commentaires sévères, mais qui rendaient toujours mon travail plus fort. Même Cameron, initialement distant, a commencé à hocher la tête avec approbation à mes concepts. Les 3 premiers mois se sont envolés dans un flou d'apprentissage et de croissance. J'étais épuisé mais exalté. Chaque jour, je me prouvais que j'avais ma place ici, que j'étais doué pour ça, que Victor avait eu raison de m'embaucher. Je ne pensais pas beaucoup à ma famille. Quand je le faisais, c'était avec une douleur sourde que je repoussais. J'avais fait mon choix. Ils avaient fait le leur. J'allais de l'avant. Puis, 4 mois après le début de mon nouvel emploi, j'ai reçu un message LinkedIn de quelqu'un nommé Sacha. Le message était bref, « Bonjour James, je travaille avec votre frère Graham. J'ai quelque chose d'important que vous devez savoir. Peut-on se rencontrer pour un café ?» J'ai regardé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait l'ignorer, garder Graham et tout ce qui lui était lié dans le passé où il était censé être, mais la curiosité a gagné. Nous nous sommes rencontrés un samedi après-midi dans un café dans le quartier des Heights, à mi-chemin entre nos appartements. Sacha avait environ 30 ans, habillée de manière décontractée, avec des cheveux noirs courts et une expression sérieuse. Elle est allée droit au but. « Je vais être franche » a-t-elle dit, remuant son latte. « Graham s'est attribué le mérite de votre travail. » Mon estomac s'est noué. « Quoi ? Il y a environ 8 mois, Graham vous a demandé de concevoir du matériel de présentation pour lui, n'est-ce pas ? Comme une faveur ? » Je me suis souvenu. Il m'avait appelé à l'improviste, inhabituellement amical, disant qu'il avait une présentation client importante et avait besoin de quelques graphiques. « Pourrais-je aider ? Cela ne me prendrait que quelques heures, avait-il dit. C'était une chance de faire quelque chose de gentil pour mon frère, de peut-être reconstruire notre relation. Alors, je l'avais fait. J'avais conçu tout un jeu de diapositives, professionnel et soigné. Il a dit à notre patron et aux associés qu'il avait conçu ce matériel lui-même, a continué Sacha. Il a reçu un éloge pour son initiative créative. Cela faisait partie de son dossier de promotion, une partie de la raison pour laquelle il a été promu consultant senior. Je me sentais mal. Comment le savez-vous ? J'ai vu votre portfolio en ligne il y a quelques semaines, a-t-elle dit. Je cherchais un designer pour un projet personnel et quelqu'un m'a recommandé votre site. J'ai immédiatement reconnu les designs de présentation. Même style, mêmes éléments. J'ai vérifié les métadonnées sur les fichiers que Graham a soumis. Ils ont été créés des mois avant qu'il ne prétende les avoir faits, et les propriétés de l'auteur original avaient été supprimées. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des captures d'écran, courriels, propriétés de fichiers, horodatage, tout prouvant que Graham avait pris mon travail et l'avait revendiqué comme le sien. « Pourquoi me dites-vous cela ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. L'expression de Sacha s'est durcie. Parce que Graham est arrogant et s'attribue régulièrement le mérite du travail des autres. J'en ai assez. Et parce que ce qu'il vous a fait était du vol. Vous méritez de le savoir. Nous nous sommes rencontrés 2 autres fois au cours des 2 semaines suivantes. Sacha m'a fourni des copies de tout, des preuves détaillées. Elle m'a encouragé à les utiliser comme je le souhaitais, que cela signifie confronter Graham, le signaler à son entreprise, ou simplement les garder pour ma propre tranquillité d'esprit. J'étais en difficulté avec ce que je devais faire. J'étais en colère, furieux même. Mais j'étais aussi tiraillé à l'idée d'exposer ma famille, de causer des problèmes. Sacha m'a rappelé que c'était Graham qui avait causé les problèmes, pas moi. Pendant ce temps, ma carrière continuait de prospérer. J'ai terminé mon premier projet majeur à l'agence,
une campagne complète de renouvellement d'image pour une jeune entreprise de mode durable. Victor a fait l'éloge de mon travail devant toute l'équipe de création lors de notre réunion hebdomadaire. C'est exactement le genre de travail audacieux et réfléchi qui définit ce que nous faisons ici, a-t-il dit, affichant mes designs sur l'écran de la salle de conférence. James, tu as dépassé toutes les attentes. Bravo. On m'a assigné de plus gros clients. Ma confiance grandissait. Je me suis fait de vrais amis. Léo m'a invité à des dîners d'équipe et à des brunchs le week-end. Ara est devenue une mentor, m'enseignant comment présenter aux clients, comment défendre mes choix créatifs, comment naviguer dans la politique de l'agence. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais l'impression d'être à ma place. Les fêtes approchaient, la fête de l'Action de grâce, puis Noël. Je m'attendais à moitié à ce que ma famille me contacte, peut-être adouci par le temps et la tradition. Rien n'est venu. Le silence complet. J'ai passé la fête de l'Action de grâce avec Léo et son petit ami, un dîner chaleureux et bruyant dans leur appartement, rempli d'une famille choisie et de rire. C'était solitaire par certains côtés, mais aussi libérateur. Je n'avais pas à faire semblant, à me rabaisser ou à accepter la cruauté déguisée en blague. J'ai réalisé que j'attendais des excuses qui ne viendraient jamais. Ma famille ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Pour eux, c'était moi qui avais réagi de manière excessive, qui avais été trop sensible, qui les avais abandonnés pour rien. 2 jours avant Noël, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'avais retenu la leçon et n'ignorais plus les appels inconnus, alors j'ai répondu. James, la voix de ma mère. Mon cœur s'est serré. Maman. Oh, Dieu merci. J'essayais de te joindre. Tu as bloqué nos numéros. Son ton était accusateur, pas désolé. J'avais besoin d'espace, ai-je dit avec précaution. Eh bien, j'appelle parce que la femme de Graham, Melissa, est enceinte. Nous organisons une fête en janvier et nous avons besoin que tout le monde contribue financièrement. Ça va être une grande fête, et nous demandons à tous les membres de la famille de verser $400 chacun. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Pas de « comment vas-tu » Pas de « tu nous manques ». Aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Juste une demande d'argent. Nous savons que tu es parti en colère, a poursuivi ma mère. Mais la famille, c'est la famille, et nous avons besoin que tout le monde aide. C'est important. Quelque chose en moi est devenu de glace. Je n'enverrai pas d'argent. Pardon ? J'ai dit, non. Je ne contribuerai pas à une fête pour une famille qui m'a traité comme vous l'avez tous fait. James, ne sois pas ridicule. C'était il y a des mois. Graham se souvient à peine de ce qu'il a dit. Tu gardes rancune pour une blague stupide. Ce n'était pas une blague, maman. Et j'ai fini de faire semblant que ça l'était. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je me sentais puissant. J'avais tenu bon. Ce soir-là, alors que je digérais encore la conversation, j'ai reçu un courriel inattendu. Il provenait d'une entreprise appelée Axiom Technology, une grande entreprise technologique basée à Providence. Il demandait des propositions à plusieurs agences pour une refonte complète de leur marque. Le projet valait des millions. Victor a convoqué une réunion d'équipe d'urgence. C'est énorme, a-t-il dit, son excitation à peine contenue. Axiom est l'un des plus grands noms de l'informatique en nuage. Si nous décrochons ça, ça change tout pour notre agence. Il m'a regardé directement. James, je veux que tu diriges cette présentation. Le client a spécifiquement demandé quelqu'un avec ton style de design. Ils ont trouvé ton travail dans leur recherche sur l'industrie et t'ont demandé par ton nom. Ma mâchoire est tombée. Ils m'ont demandé ? Victor a confirmé, souriant. C'est ton moment. Je crois en toi. La présentation de l'offre était prévue pour la mi-janvier. J'ai regardé la date que Victor avait encerclée sur le calendrier et mon estomac s'est tordu. C'était le même jour que la fête prénatale de Graham, exactement le même jour, et la présentation était à Providence, à seulement 90 minutes de la maison de ma famille dans le New Jersey. Je serais dans leur région, plus proche que je ne l'avais été depuis des mois, et ils n'auraient aucune idée que j'étais là. Ils ne sauraient jamais rien de mon succès, de mon opportunité, de ma vie. Quelque chose là-dedans me semblait tout à fait juste. Je me suis jeté dans la préparation de l'offre pour Axiom avec une intensité qui m'a surpris moi-même. Il ne s'agissait pas seulement de décrocher un client.
Il s'agissait de prouver une fois pour toutes que j'étais exactement qui j'avais toujours su que je pouvais être. L'équipe a travaillé sans relâche. Léo et moi avons brainstormé des concepts tard dans la nuit, alimentés par du café et des plats à emporter. Ara m'a poussé à penser plus grand, plus audacieux, à prendre des risques créatifs qui m'effrayaient et m'enthousiasmaient. Même Cameron, habituellement concentré sur ses propres projets, est resté tard pour offrir des commentaires sur mes maquettes de conception. Axiom Technologies était connu pour sa technologie de pointe, mais son image de marque était dépassée. Ils avaient besoin d'une refonte visuelle complète, quelque chose qui les positionnerait comme innovants et dignes de confiance sans aliéner leurs clients d'entreprises existants. J'ai conçu quelque chose de révolutionnaire, combinant une esthétique épurée et minimaliste avec des éléments numériques interactifs. Le concept était moderne mais pas tendance, sophistiqué mais pas rigide. Victor a examiné mon travail et s'est réellement levé de sa chaise. C'est ça, a-t-il dit doucement. C'est exactement ce dont ils ont besoin. James, tu vas les époustoufler. Une semaine avant la présentation, mon téléphone a sonné. Encore un numéro différent. J'avais arrêté de les bloquer, me disant que si ma famille voulait vraiment me joindre, elle trouverait un moyen. Cette fois, c'était mon père. Sa voix était sévère, froide. Ta mère m'a dit que tu avais refusé de contribuer à la fête prénatale. Pas de salutation. Pas de « comment vas-tu ?» Juste l'accusation directe. C'est exact, ai-je dit calmement. C'est extrêmement égoïste, James. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses? En abandonnant ta famille quand nous avons besoin de toi. L'ironie était si épaisse que j'ai failli rire. Après tout ce que vous avez fait pour moi, papa? J'ai abandonné l'université pour sauver ton entreprise. J'ai eu 3 emplois pour payer tes factures médicales. J'ai renoncé à mon éducation pour que Graham puisse finir la sienne. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi dernièrement, au juste? Silence à l'autre bout. Il n'était pas habitué à ce que je réplique. C'était ton choix, a-t-il finalement dit, la voix dure. Personne ne t'a forcé à faire tout ça. Et partir a aussi été mon choix, ai-je répondu. Ma voix était calme, forte. Au revoir, papa. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais je me sentais fier. Je m'étais défendu. J'avais dit la vérité. Au cours des jours suivants, Graham a commencé à envoyer des textos à partir d'un nouveau numéro. Maman et papa sont vraiment blessés. Tu dois t'excuser. Tu es en train de déchirer cette famille. Et Mélissa est stressée à cause de toi, et le stress n'est pas bon pour le bébé. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Chaque message me rendait plus certain que je faisais la bonne chose. Finalement, Graham a envoyé « Bien, ne viens pas à la fête prénatale, mais n'espère plus jamais faire partie de cette famille. » J'ai bloqué ce numéro aussi. Si telle était leur idée de la famille, je ne voulais pas en faire partie. Le jour de la présentation d'Axiom est arrivé. Je me suis réveillé à 5 heures du matin dans mon appartement de Bayview, trop nerveux pour dormir. J'ai enfilé mon meilleur costume, un ensemble gris anthracite que j'avais acheté spécifiquement pour cette présentation. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu quelqu'un que je reconnaissais à peine, confiant, professionnel, réussi. Victor et moi avons roulé jusqu'à Providence avec Léo et Ara. Pendant tout le trajet, ils m'ont remonté le moral, me rappelant à quel point mon travail était bon, à quel point j'étais préparé. Victor n'arrêtait pas de dire « Sois juste toi-même. Montre-leur ce que je sais déjà, que tu es brillant. » Le siège social d'Axiom était un immeuble de verre élégant au centre-ville de Providence, tout en lignes modernes et en vues impressionnantes. Nous avons été conduits dans une salle de conférence au 20e étage. 6 cadres étaient assis en face de nous, y compris leur directrice du marketing et leur PDG. J'ai présenté pendant 90 minutes. Je les ai guidés à travers tout le concept de refonte de marque, j'ai expliqué ma philosophie de design, j'ai montré des maquettes de l'apparence de leur nouvelle marque sur toutes les plateformes. J'ai répondu à leurs questions de manière réfléchie et confiante. J'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Quand j'ai terminé, la directrice du marketing s'est penchée en arrière sur sa chaise et a souri. C'était exceptionnel. Un travail vraiment innovant. Le PDG a hoché la tête. Nous vous contacterons d'ici la fin de la semaine, mais je vous le dis tout de suite, c'est exactement la direction que nous espérions que quelqu'un nous ferait prendre. Nous nous sommes serrés la main. Victor rayonnait.
Léo m'a serré l'épaule. Ara a murmuré, tu as tout déchiré. Nous avons quitté l'immeuble gonflé d'adrénaline et d'espoir. Je me sentais invincible. Puis, dans le hall, j'ai littéralement bousculé quelqu'un. Oh, je suis tellement désolé, ai-je dit automatiquement en reculant. La personne a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. C'était ma cousine Chloé. Son visage est devenu complètement blanc. James. Elle était vêtue d'un tailleur d'entrevue, serrant une chemise de portfolio, clairement là pour un entretien d'embauche. Elle a regardé entre moi et mes collègues, observant nos tenues professionnelles, nos postures assurées. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» bégaya Chloé. Avant que je ne puisse répondre, l'une des dirigeantes d'Axiom qui avait assisté à notre présentation est passée. Elle m'a reconnu et s'est arrêtée. « Excellent travail aujourd'hui, James », a-t-elle dit chaleureusement. « Nous aurons une décision pour vous d'ici vendredi, mais je tiens à ce que vous sachiez que votre agence est notre premier choix. » Cette présentation était exactement ce dont nous avions besoin. Elle a souri et s'est éloignée. La mâchoire de Chloé est tombée. Elle m'a regardé, puis la silhouette de la dirigeante qui s'éloignait, puis à nouveau moi. J'ai ressenti une vague de satisfaction que je ne pouvais pas tout à fait réprimer. « Bonne chance pour ton entretien, Chloé », ai-je dit agréablement. Puis je suis sorti, la laissant stupéfaite dans le hall. Le trajet de retour vers Metropolitan Harbor City a été euphorique. Mon équipe n'arrêtait pas de célébrer, parlant déjà de la façon dont nous allions exécuter la campagne quand, et non si, nous remportions le contrat. Victor me regardait sans cesse avec cette expression fière, presque paternelle. « Tu sais que ça change tout pour toi, n'est-ce pas ?» a-t-il dit. « Gagnant ou perdant, tu viens de prouver que tu peux gérer des clients majeurs. Tu es prêt pour le niveau supérieur. » Vendredi est arrivé. Victor a reçu l'appel à 14 h de l'après-midi. Tout le bureau semblait retenir son souffle pendant qu'il prenait la réunion dans son bureau au mur de verre. Nous pouvions le voir hocher la tête, sourire, puis serrer le poing en l'air. Il est sorti et a annoncé « Nous l'avons eu. Axiom nous a choisis. » Le bureau a explosé. Les gens ont applaudi, se sont étreints, se sont tapés dans la main. Léo m'a soulevé et m'a fait tournoyer. Ara m'a pris à part et a dit « C'est toi qui as fait ça. C'est entièrement toi. » Ce soir-là, Victor m'a appelé dans son bureau. « Assieds-toi, James. » Mon cœur s'est emballé. Y avait-il un problème ? « Je te promeux directeur artistique », a-t-il dit simplement. Avec effet immédiat. Ton salaire est maintenant de 95 000 $. Tu es la plus jeune personne à détenir ce titre dans l'histoire de cette agence. Tu l'as mérité. Je ne pouvais pas parler. Je suis resté assis là, submergé tandis qu'il expliquait les nouvelles responsabilités et opportunités. À 28 ans, j'étais passé de pigiste dans mon appartement à directeur artistique dans une grande agence en moins d'1 an. Cette nuit-là, j'ai appelé Sacha pour la remercier de la preuve concernant Graham. Je la garde, lui ai-je dit, mais je n'ai pas décidé quoi en faire. Tu n'as pas besoin de vengeance, a dit sagement Sacha. Tu es déjà en train de gagner. Tu construis quelque chose de réel. C'est mieux que n'importe quelle confrontation. Elle avait raison. J'avais l'impression d'avoir dépassé le besoin de prouver quoi que ce soit à ma famille. Ma vie était pleine et réussie sans eux. 2 semaines plus tard, je travaillais tard au bureau pour affiner les concepts pour le lancement d'Axiom. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu machinalement, concentré sur mon écran. James. La voix d'une femme, froide et vive. Oui, c'est moi. Mélissa. La femme de Graham. J'ai arrêté ce que je faisais. D'accord. Je ne sais pas ce que tu penses être en train de faire, a-t-elle dit, son ton dégoulinant de mépris. Mais Chloé a dit à toute la famille qu'elle t'avait vu à Providence faire semblant d'être un grand professionnel, affirmant que tu avais dirigé une présentation importante. Graham a vérifié. Il n'y a aucune trace de toi travaillant dans une entreprise légitime. Nous savons que tu mens sur le fait d'avoir un emploi chic pour te faire bien paraître. C'est pathétique, James. Tu as clairement besoin d'aide professionnelle. Inventer des histoires pour attirer l'attention est un signe de problème grave. J'ai réalisé ce qui s'était passé. Graham avait probablement cherché mon nom à la mauvaise agence ou fait une recherche internet bâclée. Il n'avait rien trouvé et avait supposé que je mentais plutôt que de considérer qu'il avait cherché au mauvais endroit.
Je pouvais la corriger tout de suite. Je pouvais lui dire le nom de mon agence, tout prouver. Mais soudain, j'ai vu une autre opportunité. Je les ai laissés croire que je mentais. Pensez ce que vous voulez, Mélissa, ai-je dit calmement. Je m'en fiche vraiment. J'ai raccroché. Au cours du mois suivant, j'ai observé de loin ma famille répandre des rumeurs à mon sujet. Chloé a publié des mises à jour vagues sur les réseaux sociaux à propos des membres de la famille qui fabriquent des vies entières pour attirer l'attention et de l'importance d'obtenir de l'aide pour les gens qui ont perdu le contact avec la réalité. Ma mère a apparemment dit à des proches à l'église que je traversais quelque chose de difficile et qu'ils étaient très inquiets pour moi. Mes collègues ont remarqué que j'avais l'air distrait. Léo m'a demandé si j'allais bien. J'ai expliqué brièvement la situation, ne voulant pas leur imposer tout mon drame familial. Ils étaient scandalisés en mon nom. Quand vas-tu leur dire la vérité, a demandé Léo. Ara, plus mesuré, a demandé, que attends-tu? J'y ai réfléchi, le bon moment, quand ça fera le plus mal. 3 mois ont passé. L'hiver a fait place au printemps. Mon travail sur la campagne Axiom dépassait toutes les attentes. La refonte de marque a été lancée publiquement en avril, acclamée par l'ensemble de l'industrie. Des panneaux d'affichage ont été installés dans les grandes villes. Des campagnes en ligne sont devenues virales. Des publications technologiques ont écrit des articles élogieux sur la nouvelle direction audacieuse d'Axiom. Et mon nom était surtout, James A., designer principal, directeur artistique chez Pinnacle Creative Agency. La campagne a remporté un prix du National Creative Council, NCC. En mai, j'étais sur scène lors de la cérémonie dans une salle de bal d'hôtel à Metropolitan Harbor City, acceptant le trophée aux côtés de Victor et de l'équipe. Les publications professionnelles ont publié des photos. Les blogs de marketing ont écrit des reportages. Un magazine, une publication majeure de l'industrie, m'a contacté pour m'interviewer pour son numéro « Étoile montante de la publicité ». L'article a été mis en ligne un mercredi matin. Il comprenait mon nom complet, ma photo, toute mon histoire sur mes débuts en tant que pigiste et mon ascension, ainsi que des citations de Victor sur mon talent et mon éthique de travail. Ce matin-là, j'étais dans la cuisine du bureau en train de faire du café lorsque mon téléphone a sonné. Le numéro de ma mère, un nouveau que je n'avais pas encore bloqué. J'ai répondu. Bonjour, James. Sa voix était étrange, tendue. J'ai besoin que tu m'expliques quelque chose. Quoi? Quelqu'un à l'entreprise de ton père vient de lui montrer un article sur toi, à propos d'un prix de publicité et d'un emploi à Metropolitan Harbor City. Je n'ai rien dit. Est-ce réel, a-t-elle exigé. Est-ce que tu travailles vraiment dans cette agence? Est-ce que toute cette histoire est vraie? Oui, maman. Tout est vrai. C'est vrai depuis plus d'1 an. Silence. Puis doucement, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai failli rire. Quand vous l'aurais-je dit? Quand vous avez appelé pour demander de l'argent? Quand Graham a envoyé un texto pour me traiter d'égoïste? Quand papa a dit que je n'avais pas d'ambition? Quel aurait été le bon moment? Les gens posent des questions, a-t-elle dit, sa voix se brisant légèrement. Ils veulent savoir pourquoi tu n'es pas dans nos vies. Ils demandent si nous nous sommes disputés. C'est embarrassant. S'il te plaît, nous organisons une fête d'anniversaire pour le fils de Graham, Caleb, le mois prochain. Viens juste. Nous pouvons laisser tout ça derrière nous. Voilà. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'ils avaient fait, juste de l'inquiétude concernant les apparences et un désir de tout balayer sous le tapis. Les gens posent des questions, ai-je répété lentement. Tu es embarrassé. C'est ce qui t'inquiète. James, s'il te plaît. Je vais y réfléchir, ai-je dit, et j'ai raccroché. Mais j'avais déjà pris ma décision. J'allais à cette fête, mais pas pour faire la paix. J'allais m'assurer qu'ils comprennent enfin exactement ce qu'ils avaient perdu. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai reçu des messages de divers membres de la famille, chacun plus surréaliste que le précédent. Mon père a envoyé un texto, « Nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Viens célébrer avec nous. » Comme s'il ne m'avait pas dit que je manquais d'ambition il y a quelques mois. Graham a envoyé un texto, et, frangin. J'ai vu ton article. C'est vraiment cool. Parlons-nous bientôt. Décontracté et amical, comme s'il ne s'était pas moqué de moi devant 50 personnes et n'avait pas volé mon travail. Ma tante Vivien a appelé et a laissé un message vocal. Chérie,
nous avons toujours su que tu réussirais un jour. J'ai hâte de te voir à la fête du petit Caleb. Ce sera comme au bon vieux temps. Chaque message réécrivait l'histoire. Effaçait la cruauté. Faisait comme si l'humiliation n'avait jamais eu lieu. Il voulait accéder à mon succès maintenant. Voulait se dorer à ma gloire. Ils voulaient parler à leurs amis de leur fils, frère, neveu qui travaillait dans la publicité à Metropolitan Harbor City. J'ai montré les messages à Hara un midi. Elle les a lus avec une fureur croissante, son expression habituellement posée s'assombrissant. Ils veulent t'utiliser, dit-elle sans détour. Ils ne t'appréciaient pas quand ils te croyaient sans valeur. Maintenant, ils veulent te revendiquer parce que tu as réussi. Ne les laisse pas faire. Je vais à la fête, dis-je. Elle eut l'air surprise. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'entendre la vérité. Ils ont besoin de comprendre ce qu'ils ont fait. Et ils ont besoin de l'entendre devant tout le monde, de la même manière qu'ils m'ont humilié. Hara m'a longuement étudié, puis a hoché la tête lentement. D'accord, mais sois prudent. Assure-toi de faire cela pour les bonnes raisons. J'ai réfléchi à son avertissement. Était-ce une vengeance? Peut-être en partie, mais c'était aussi une conclusion. C'était tracer une ligne. C'était refuser de les laisser réécrire notre histoire. J'ai confirmé ma présence à la fête. Ma mère a appelé immédiatement, la voix inondée de soulagement. Oh, James, merci. Tout le monde sera si heureux de te voir. Ça compte tellement pour la famille. Je serai là, dis-je simplement. La fête était prévue un samedi après-midi fin mai. J'ai pris mon jour de congé. J'ai roulé de Metropolitan Harbor City jusqu'au New Jersey, un trajet que j'avais fait 1000 fois auparavant, mais qui semblait maintenant étrange et lointain. Je portais un élégant costume bleu marine, des accessoires discrets, et je me tenais avec l'assurance que j'avais acquise au cours de l'année passée. Je suis arrivé exactement à l'heure. La maison de mes parents avait la même apparence, familière, et étrangère à la fois. Des voitures bordaient la rue. J'entendais de la musique et des voix venant de l'arrière-cour. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai sonné. Ma mère a répondu, et pendant un moment, nous nous sommes juste regardés. Elle avait vieilli. J'ai remarqué plus de gris dans ses cheveux, des lignes plus profondes autour de ses yeux. James, dit-elle, me serrant dans une étreinte serrée. Je ne lui ai pas rendu son étreinte. Merci d'être venu. S'il te plaît, ne mentionnons aucune désagréable chose aujourd'hui. C'est la journée de Caleb. J'ai hoché la tête de manière évasive et je suis entré. La maison était pleine de monde, famille élargie, collègues de Graham, voisins, amis de mes parents. Tout le monde s'est tourné à mon entrée, la reconnaissance et la curiosité sur leur visage. La nouvelle de ma carrière s'était clairement répandue. Je n'étais plus la déception de la famille. J'étais la curiosité de la famille. Mon père s'est approché, la main tendue pour une poignée de main formelle. Content de te voir, mon chéri. Graham est venu avec Melissa, qui tenait Caleb, âgé d'1 an. James, content que tu aies pu venir. C'est notre fils. Il agissait comme si rien ne s'était jamais passé, comme si son introduction cruelle lors de sa fête de promotion était de l'histoire ancienne, oubliée, sans importance. Des gens m'ont abordé tout l'après-midi. Nous avons entendu parler de ta grande campagne. Tu dois avoir tellement de succès. Graham nous disait à quel point la famille est fière. Chaque commentaire me serrait la mâchoire. J'ai souri poliment, donné des réponses vagues, et regardé ma famille construire un nouveau récit en temps réel. Graham continuait à diriger les conversations, s'insérant dans les histoires sur ma carrière, laissant entendre à quel point il m'avait toujours soutenu. Chloé évitait le contact visuel, restant à l'opposé de la cour chaque fois que j'étais proche. Après environ 1 heure, Graham s'est levé sur la terrasse arrière et a appelé l'attention de tout le monde. La cour s'est calmée. Il tenait Caleb dans ses bras, l'image du père à succès. Je veux juste remercier tout le monde d'être venu célébrer le premier anniversaire de Caleb, dit-il, sa voix portant à travers la pelouse. Cette dernière année a été incroyable, devenir père, voir ma famille s'agrandir, avoir tout le monde que nous aimons autour de nous. Il m'a regardé directement. Je suis particulièrement heureux que mon frère ait pu être là aujourd'hui. Nous avons toujours été proches, et la famille signifie tout pour moi. Le mensonge était trop flagrant, c'était trop. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Je me suis levé. En fait, dis-je,
ma voix claire et posée. J'aimerais dire quelques mots. Le visage de ma mère est devenu pâle. Mon père a eu l'air alarmé, mais tous les autres ont hoché la tête encourageamment, supposant que j'allais donner un doux toast fraternel. J'ai marché jusqu'au centre de la cour, me tenant là où tout le monde pouvait me voir. Il y a 18 mois commençais-je. Je suis venu à une fête dans cette maison, la fête de promotion de Graham. Et devant toutes les personnes rassemblées ici, Graham m'a présenté comme ceci. J'ai marqué une pause, regardant chaque membre de la famille. Il a dit, voici mon frère James. Pas de diplôme, pas d'avenir, il vit juste au crochet de la famille. Et tout le monde a ri. Mes parents ont ri. Ma tante a ri. Mes cousins ont ri. Les collègues de Graham ont ri. Le jardin était devenu complètement silencieux. Les gens avaient l'air mal à l'aise, se tortillant sur leur siège. Le visage de Graham devenait rouge. Je suis parti cette nuit-là, ai-je poursuivi. J'ai dit que c'était la dernière fois que l'un d'entre vous me verrait, et je le pensais. Pendant 18 mois, aucun de vous n'a appelé pour s'excuser. Aucun de vous n'a vérifié si j'allais bien. Aucun de vous n'a reconnu ce qui s'était passé. Ma mère a commencé à parler. J'ai levé la main. Laissez-moi finir. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai abandonné l'université pour sauver cette famille. Quand papa a eu sa crise cardiaque, quand l'entreprise faisait faillite, j'ai quitté l'école. J'ai cumulé 3 emplois pour payer les factures médicales. J'ai renoncé à mon éducation pour que Graham puisse terminer son MBA. J'ai sacrifié mon avenir pour cette famille. J'ai sorti mon téléphone, ouvert les fichiers que Sacha m'avait donnés. Et puis Graham m'a demandé de concevoir des supports de présentation pour lui. Je l'ai fait comme une faveur. Il a dit à son patron qu'il les avait conçus lui-même. Il a reçu une distinction pour cela. C'est en partie pourquoi il a obtenu sa promotion, la promotion que nous célébrions cette nuit-là. J'ai la preuve juste ici, des courriels, des fichiers, des horodatages, tout. J'ai levé mon téléphone, commencé à le faire circuler. Les gens ont regardé les preuves, puis Graham. Son visage était maintenant rouge vif. Mélissa le fixait sous le choc. J'ai reconstruit ma vie sans aucun de vous, dis-je. J'ai déménagé à Metropolitan Harbor City. J'ai été embauché par une grande agence de publicité. J'ai dirigé la campagne qui a remporté un prix majeur de l'industrie. Je suis maintenant directeur artistique, gagnant 95 000 $ par an. J'ai fait tout cela seul, sans aucune aide de cette famille. Je les ai regardés chacun. Ma mère, mon père, Graham, Chloé, tout le monde. Je suis venu ici aujourd'hui pour vous donner une dernière chance de vous excuser, de reconnaître ce qui s'est passé, de me montrer que vous avez compris à quel point vous m'avez blessé. Ma voix était posée, mais des larmes coulaient maintenant sur mon visage. Mais tout ce que vous avez fait, c'est de faire semblant. Vous n'êtes pas fier de moi. Vous êtes embarrassé d'avoir eu tort à mon sujet. Vous ne voulez pas de relation. Vous voulez l'apparence d'une relation. Le silence était absolu. Ma mère avait les larmes aux yeux. Mon père avait l'air bouleversé. Graham ne pouvait pas croiser mon regard. Je vous pardonne, dis-je doucement. Parce que s'accrocher à la colère ne fait que me faire du mal. Mais j'en ai fini. J'en ai fini de faire semblant que nous sommes une famille. Vous avez fait votre choix à la fête de Graham il y a 18 mois. Je fais le mien maintenant. J'espère que vous aurez tous une vie merveilleuse. Je me suis retourné et j'ai marché vers le portail. Derrière moi, le chaos a éclaté. Ma mère m'appelait par mon nom. Les gens parlaient tous à la fois. J'ai entendu la voix de Mélissa s'élever contre Graham, exigeant des explications. Ma mère m'a rattrapé à ma voiture. James, s'il te plaît, ne pars pas. Nous pouvons arranger ça. Je me suis tourné pour lui faire face. Maman, je t'aime, mais je mérite mieux que ça. J'ai toujours mérité mieux. Nous sommes désolés, dit-elle, pleurant ouvertement maintenant. Nous sommes tellement désolés. S'il te plaît, ne pars pas. J'ai secoué doucement la tête. Je suis déjà parti il y a 18 mois. Vous ne l'avez juste pas remarqué. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Cette fois, je ne fuyais pas blessé. Je partais guéri. Le trajet de retour vers Metropolitan Harbor City était différent de tous les trajets que j'avais jamais faits. Mes mains étaient fermes sur le volant. Mon cœur, bien que lourd,
se sentait d'une certaine manière plus léger. J'avais dit ce qui devait être dit. J'avais établi la limite qui devait être établie. Mon téléphone vibrait constamment sur le siège passager, mais je ne l'ai regardé que lorsque j'ai été garé en toute sécurité devant mon appartement de Bayview 2 heures plus tard. 17 appels manqués, 32 messages textes. Je les ai parcourus brièvement. De maman, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. De papa, tu as embarrassé cette famille aujourd'hui. Ce que tu as fait était inacceptable. De Graham, tu n'avais pas le droit de mentionner cette histoire de design. Tu me fais mal paraître au travail. Même en pleine crise, même après avoir été exposé, il ne se souciait que de lui-même. Il y avait cependant un message qui m'a surpris, de Melissa, je n'étais pas au courant pour les designs. Je n'étais pas au courant de beaucoup de choses. Je suis désolé pour ce que je t'ai dit au téléphone. Tu ne méritais pas ça. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je suis entré, me suis changé pour mettre des vêtements confortables et j'ai commandé à emporter. Puis j'ai appelé Ara. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé immédiatement. Je leur ai tout dit devant tout le monde, et je suis parti. J'ai dit ce que j'avais à dire et je suis parti. Il y eut une pause. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. Libre. Les semaines suivantes furent calmes. Ma famille a cessé d'appeler après les premiers jours. Je me suis demandé s'ils avaient finalement accepté ma décision ou s'ils se regroupaient simplement. Quoi qu'il en soit, le silence était un soulagement. Le travail est devenu ma priorité et mon sanctuaire. La campagne Axiom se déroulait au-delà des projections, et nous commencions à recevoir des demandes d'autres grandes entreprises technologiques qui avaient vu notre travail. Victor continuait à me confier de plus grands projets, me faisant confiance avec plus de responsabilités. En juin, j'ai rencontré Olivia lors d'une exposition de photographie dans la ville. Elle était photographe indépendante et présentait une série sur les paysages urbains. Nous avons commencé à parler de composition et d'espace négatif, et 3 heures plus tard, nous avons réalisé que la galerie fermait. Elle m'a demandé mon numéro. Je le lui ai donné. Notre premier rendez-vous fut un café qui se transforma en dîner, puis en promenade dans la ville jusqu'à minuit, parlant de tout et de rien. Elle était gentille, attentionnée, sincèrement intéressée par mon travail. Quand je lui ai parlé avec prudence de ma situation familiale, elle n'a pas essayé de la réparer ou de la minimiser. Elle a juste écouté. Il a fallu du courage, dit-elle simplement, de te défendre comme ça. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. L'été est passé dans un flou de bonnes choses. Ma relation avec Olivia s'est approfondie. Mes amitiés au travail sont devenues plus fortes. Léo et moi avons commencé une tradition de brunch du dimanche. Ara est devenue plus qu'une mentor. Elle est devenue une véritable amie. Quelqu'un que je pouvais appeler à minuit quand j'étais anxieux à propos d'un pitch. Quelqu'un qui me dirait la vérité même quand elle était difficile à entendre. En août, Victor m'a appelé dans son bureau. « Assieds-toi, James. » Mon cœur a fait un bond. J'avais appris que ces conversations pouvaient aller dans un sens ou dans l'autre. Il sourit. « Je te promeus à nouveau, directeur artistique principal. Ton salaire est maintenant de 110 000 $. Tu l'as mérité 10 fois. » J'avais 29 ans et je gagnais plus d'argent que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Plus que Graham, réalisais-je avec une petite satisfaction personnelle. Un soir, début septembre, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une enveloppe épaisse dans ma boîte aux lettres. L'adresse de l'expéditeur était la maison de mes parents dans le New Jersey. Mon premier réflexe fut de la jeter sans l'ouvrir, mais quelque chose m'a poussé à la prendre à l'intérieur. Je me suis assis sur mon canapé pendant 10 minutes, ne faisant que regarder l'enveloppe. Finalement, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une lettre de 8 pages, manuscrite sur le papier à lettres de ma mère. « Cher James, commençait-elle. Je ne sais pas si tu liras ceci. Je ne sais pas si j'ai le droit de te le demander, mais j'ai besoin d'essayer d'expliquer. Et plus important encore, j'ai besoin de m'excuser. » J'ai continué à lire. Elle écrivait qu'elle n'avait cessé de penser depuis la fête de Caleb, à mon discours, à mes accusations, à tout ce que j'avais dit. Elle écrivait qu'elle était retournée voir de vieilles photos et des calendriers, reconstruisant ces années où j'avais abandonné l'école, et qu'elle avait été horrifiée de réaliser à quel point j'avais sacrifié et à quel point il l'avait peu reconnu. « Tu avais 22 ans, écrivait-elle. Tu aurais dû étudier, aller à des fêtes, trouver ta voie.
Au lieu de cela, tu travaillais à 3 emplois pour sauver notre famille, et nous t'avons laissé faire. Nous avons tenu ton sacrifice pour acquis, et ensuite nous t'avons puni pour les conséquences de ce sacrifice. Elle écrivait à propos de la fête de promotion de Graham, d'avoir entendu mes mots et d'avoir ri avec tout le monde sans réfléchir à ce qu'elle faisait. J'étais si fier de Graham cette nuit-là. Il avait travaillé dur pour sa promotion. Mais tu avais travaillé dur, toi aussi, d'une manière que nous n'avions jamais reconnue. Et au lieu de vous célébrer tous les deux, j'ai participé à t'humilier. J'ai ri de mon propre fils. Je le regretterai pour le reste de ma vie. Elle écrivait à propos des mois de silence, de la façon dont il s'était convaincu que j'exagérais, que j'étais dramatique, que je faisais une crise de colère. Nous nous disions, il reviendra quand il se calmera. Nous nous disions que ce n'était pas si grave. Nous avions tort. C'était grave. Ce que Graham a dit était cruel. Ce que nous avons fait en riant était plus cruel. Et ce que nous avons fait depuis, en essayant de faire comme si cela n'était jamais arrivé, était le pire de tout. Elle écrivait avoir lu l'article sur mon prix, réalisant que j'avais construit toute une carrière réussie dont il ne savait rien. J'étais fier quand je l'ai lu, mais ensuite j'ai eu honte car j'ai réalisé que je n'avais aucun droit d'être fier. Je ne t'avais pas soutenu. Je n'avais pas cru en toi. Je n'avais pas mérité le privilège de célébrer ton succès. Elle s'excusait d'avoir appelé pour demander de l'argent, d'avoir essayé de me faire venir à la baby shower comme si tout allait bien, d'avoir répandu des rumeurs selon lesquelles j'étais mentalement instable. Nous ne pouvions pas accepter que tu aies réellement réussi sans nous. C'était plus facile de croire que tu mentais que d'affronter le fait que nous nous étions complètement trompés à ton sujet. La lettre continuait sur 8 pages. Une véritable excuse, prenant ses responsabilités. Aucune excuse, aucune déviation, juste la vérité. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes, concluait-elle. Je ne m'attends pas à ce que tu aies à nouveau une relation avec nous. Tu as construit une bonne vie, et tu mérites de la protéger des gens qui te blessent, même si ces gens sont ta famille, mais j'avais besoin que tu saches que je vois maintenant ce que nous avons fait. Je comprends maintenant ce que nous avons perdu. Et je suis profondément, sincèrement désolé. Je suis fier de toi, James. Pas à cause de ton travail ou de ton succès, mais parce que tu as eu le courage de t'éloigner des gens qui ne te traitaient pas avec le respect que tu méritais. Il faut de la force pour cela. Je ne suis pas sûr de l'avoir. J'espère que tu es heureux. J'espère que tu es entouré de personnes qui t'apprécient comme tu le mérites. Et j'espère qu'un jour tu pourras penser à nous sans douleur, avec amour et regret. Maman. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai pleuré, et ce n'était pas exactement des larmes de tristesse. Quelque chose de plus compliqué. Le deuil de ce qui aurait pu être. Le soulagement qu'elle ait enfin compris. La gratitude qu'elle ait écrit la lettre. Et toujours, sous tout cela, la colère que cela ait pris si longtemps. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais besoin de temps pour digérer, mais j'ai gardé la lettre. Une semaine plus tard, une autre enveloppe est arrivée. Celle-ci de Graham. Plus courte, seulement 2 pages, mais de ton similaire. James, commençait-elle. J'ai beaucoup réfléchi depuis la fête de Caleb. En fait, depuis bien avant cela, mais je n'étais pas honnête avec moi-même. Sacha est venue me voir après que tu aies exposé le vol de design. Elle a démissionné et a raconté toute l'histoire à nos partenaires. Il y a eu une enquête. J'ai été formellement réprimandé. J'ai failli être renvoyé. Je suis en probation maintenant, et je l'ai mérité. J'ai volé ton travail. Je me suis attribué le mérite de ton talent. Et pire encore, je me suis moqué de toi publiquement pour ne pas avoir le succès que je t'avais littéralement volé. J'étais jaloux. J'ai toujours été jaloux de toi, en fait. Tu es naturellement créatif d'une manière que je n'ai jamais été. Tu rends les choses belles. Je ne fais que des feuilles de calcul. Quand tu as abandonné pour aider papa, une partie de moi était soulagée parce que cela signifiait que je serais toujours celui qui réussirait par défaut. C'est une chose terrible à admettre, mais c'est vrai. J'ai construit ma carrière en partie sur ton sacrifice et en partie sur ton travail volé. Et ensuite, j'ai eu l'audace de t'appeler un pique-assiette. J'ai honte. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas suffisant, et je sais que tu ne me dois pas le pardon, mais j'avais besoin que tu saches que je comprends ce que j'ai fait maintenant. J'essaie d'être meilleur pour Caleb. Si rien d'autre,
je veux qu'il grandisse en voyant son père prendre ses responsabilités, traiter les gens avec respect, valoriser les personnes qui comptent. J'ai échoué sur tout cela avec toi. Je suis désolé, Graham. J'ai lu sa lettre 2 fois. Elle semblait sincère, mais je n'étais toujours pas prêt à répondre. J'ai montré les 2 lettres à Olivia un soir pendant le dîner dans mon appartement. Elle les a lues attentivement, puis m'a regardé. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» « Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi veut croire qu'ils ont changé. Une partie de moi pense qu'il est trop tard. Peut-être que c'est les 2, dit doucement Olivia. Peut-être qu'ils ont changé. Et peut-être qu'il est trop tard pour que les choses redeviennent comme avant. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de chemin à suivre du tout, juste un chemin différent. J'ai réfléchi à ces paroles pendant des jours. Finalement, j'ai répondu à ma mère. Pas une longue lettre, juste une page. Maman, merci pour ta lettre. Merci d'avoir enfin été honnête à propos de ce qui s'est passé. J'apprécie cela plus que tu ne le sais. Je ne suis pas encore prêt pour une relation. Je pourrais ne pas être prêt avant longtemps, peut-être des années, mais j'apprécie tes excuses et je suis ouvert à la possibilité de reconstruire quelque chose de nouveau éventuellement. Cela ne peut pas être ce que c'était avant. Cela doit être différent. Construit sur l'honnêteté et le respect. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace. Mais je ne ferme pas complètement la porte. J'espère que tu comprends, James. Je l'ai envoyé. Puis j'ai essayé d'aller de l'avant avec ma vie. L'automne est arrivé. Puis l'hiver. Ma mère a envoyé des courriels occasionnels. Jamais insistant, juste de petites mises à jour sur sa vie. Papa avait commencé une thérapie. Graham travaillait sur lui-même. Caleb marchait maintenant. Elle me manquait mais respectait mes limites. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux, mais j'ai lu chacun. La lettre de Graham est restée sans réponse. Je n'étais pas encore prêt pour cela. Le travail continuait de prospérer. En novembre, j'étais assis dans mon bureau, examinant des concepts pour une nouvelle campagne, lorsque Victor a frappé à ma porte. « Tu as une minute ?» « Toujours. » Il s'est assis, l'air presque nerveux. « Les associés veulent te voir. » Salle de conférence, tout de suite. Mon estomac s'est noué. Quelque chose ne va pas ? Vas-y, dit-il, mais il souriait. J'ai marché vers la salle de conférence sur des jambes tremblantes. Les 3 associés propriétaires de l'agence étaient assis à la table. Ils se sont levés à mon entrée. James, dit chaleureusement l'associé principal, une femme nommée Madame Ross. S'il te plaît, assieds-toi. Je me suis assis. Nous avons suivi ton travail de très près, a-t-elle poursuivi. Tes campagnes ont fait entrer 5 clients majeurs au cours de la dernière année. Tu as encadré brillamment les concepteurs juniors. Vous avez représenté cette agence lors d'événements industriels avec professionnalisme et perspicacité. En termes simples, vous êtes devenu indispensable pour nous. Elle fit glisser un dossier sur la table. Nous aimerions vous offrir le poste de directrice de la création. Ce poste s'accompagne d'un salaire de 145 000 $, d'une participation aux bénéfices et d'un siège à nos réunions de direction créative. Vous seriez la plus jeune directrice de la création de nos 30 ans d'histoire. Je ne pouvais plus respirer. Directrice de la création à 29 ans. Nous avons besoin d'une réponse d'ici la fin de la semaine, dit Madame Ross. Mais j'espère que vous direz oui. J'ai retrouvé ma voix. Oui, absolument, je dis oui. Ils ont souri, se sont levés, m'ont serré la main. Bienvenue à la direction, James. Cette nuit-là, j'ai célébré avec ma famille de cœur, Olivia, Léo, Alara, Cameron et Victor. Nous sommes allés au restaurant, avons bu trop de vin et avons ri jusqu'à en pleurer. Ces personnes, qui m'avaient vu au pire de ma forme et m'avaient aidé à devenir ma meilleure version, qui avaient cru en moi là où ma propre famille n'avait pas pu. C'était ma famille maintenant, et c'était bien ainsi. 1 an après avoir quitté la fête d'anniversaire de Caleb, j'étais une personne complètement différente, vivant une vie complètement différente. Pas différente seulement dans les aspects visibles en surface, bien qu'il y en ait eu beaucoup. Différente dans les aspects qui comptaient. J'avais appris à me valoriser. J'avais appris que l'amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour du tout. J'avais appris que s'éloigner de la toxicité n'est pas abandonner. C'est se choisir soi-même.
Mon appartement dans le quartier de Bayview s'était transformé en un véritable foyer. Olivia avait emménagé des mois plus tôt, et soudain, l'espace qui avait toujours semblé temporaire était devenu permanent. Ses photographies pendaient au mur à côté de mon travail de conception. Nos livres se mélangeaient sur les étagères. Nous avions des routines, des blagues d'initiés, une vie ensemble qui semblait solide et réelle. Le travail était extraordinaire. En tant que directrice de la création, je dirigeais une équipe de 12 designers et directeurs artistiques, supervisant des campagnes pour certaines des plus grandes marques du pays. Le changement de marque d'Axiom avait ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées possibles, entreprises technologiques, marques de mode, organisations à but non lucratif. Tout le monde voulait Pinnacle Creative Agency, et plus précisément, il me voulait. J'avais été présenté dans 3 grandes publications de l'industrie. J'avais pris la parole lors de conférences. J'avais encadré de jeunes designers qui me rappelaient moi-même, affamés, talentueux, et qui avaient juste besoin de quelqu'un pour croire en eux. Un jeudi fin mai, j'étais à mon bureau en train de réviser un dossier de présentation lorsqu'un SMS d'un numéro inconnu a fait vibrer mon téléphone. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à regarder. « Salut, James. C'est Melissa, la femme de Graham. Je sais que nous n'avons pas parlé depuis la fête de Caleb l'année dernière. Je te contacte parce que l'anniversaire de Graham est le mois prochain, et j'organise un petit dîner, juste en famille. Je voulais t'inviter personnellement. Sans pression, sans attente. Je comprendrai si tu n'es pas prêt, mais l'invitation est sincère. » J'ai fixé le message pendant longtemps. Puis je l'ai montré à Lara, qui était passée à mon bureau pour une révision créative. Elle l'a lu et m'a regardé. « Qu'est-ce que ton instinct te dit ? » « Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi veut y aller. Une partie de moi pense que c'est trop tôt. Qu'est-ce que cela t'apporterait d'y aller ? A-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Peut-être une conclusion. Peut-être voir si quelque chose a réellement changé. Et si rien n'a changé, alors je repars. Mais au moins, je le saurai avec certitude. J'ai répondu à Melissa par SMS. Merci pour l'invitation. Je vais y réfléchir et je te ferai savoir. Au cours de la semaine suivante, je n'ai pensé qu'à ça. J'ai parlé à Olivia, qui soutenait ma décision, quelle qu'elle soit. J'ai parlé à Léo, qui était sceptique mais compréhensif. J'ai même appelé ma thérapeute, une femme nommée Dr Lynn que j'avais commencé à consulter des mois plus tôt. « De quoi as-tu peur ?» a demandé Dr Lynn lors de notre séance. « Qu'il n'ait pas vraiment changé. Que ce soit la même dynamique, juste avec de meilleures paroles. Que je sois blessé à nouveau. Et qu'espères-tu ? Honnêtement, j'espère qu'ils ont vraiment fait le travail, qu'ils ont réfléchi et grandi, et que peut-être nous pourrons construire quelque chose de nouveau, même si ce n'est pas ce que nous avions avant. Ce sont des espoirs raisonnables. Peux-tu te protéger si ces espoirs ne sont pas satisfaits ? Oui, ai-je dit, et je le pensais. Je peux partir. Je sais comment partir maintenant. J'ai envoyé un SMS à Melissa. Je viendrai au dîner. Merci de m'avoir invité. Le dîner était prévu pour un samedi soir à la mi-juin chez Graham et Melissa à Fairfield. Je suis parti de la ville avec Olivia, à qui j'avais demandé de m'accompagner pour me soutenir. Elle m'a tenu la main pendant tout le trajet. Si tu veux partir à n'importe quel moment, m'a-t-elle dit, nous partons. Sans poser de questions. La maison de Graham et Melissa était magnifique, une coloniale restaurée dans un beau quartier. Des jouets d'enfants parsemaient la cour avant. Des carillons avant pendaient du porche. Melissa a ouvert la porte. Elle avait l'air nerveuse. James, merci d'être venu. Et vous devez être Olivia. Elle nous a fait entrer. La maison était chaleureuse, habitée, remplie de photos de Caleb à diverses étapes de sa courte vie. J'ai ressenti un pincement en réalisant que j'avais manqué tous ces moments. Mes parents étaient déjà là, assis dans le salon. Ils se sont levés quand je suis entré. Les yeux de ma mère se sont immédiatement remplis de larmes. James, dit-elle, la voix brisée. Maman, papa. Je les ai serrés dans mes bras brièvement, avec raideur. Graham est sorti de la cuisine portant un tablier, l'air incertain. Salut, content que tu sois venu. Nous nous sommes assis pour dîner autour d'une table dans leur salle à manger. C'était maladroit au début. Tout le monde était trop prudent avec ses mots. Personne n'était vraiment sûr de quoi dire.
Caleb, maintenant âgé de 2 ans, a fourni une distraction bienvenue, gazouillant, jetant de la nourriture et faisant rire tout le monde. À mi-chemin du repas, mon père s'est raclé la gorge. James, je veux dire quelque chose. Tout le monde s'est tu. Je suis en thérapie depuis 8 mois, dit-il, la voix rauque, travaillant sur beaucoup de choses. Et une chose que j'ai fini par comprendre, c'est à quel point je t'ai manqué de respect après ma crise cardiaque. Je t'ai demandé de sacrifier ton avenir pour sauver le mien, et puis je n'ai jamais reconnu ce sacrifice. Je t'ai laissé abandonner tes études, puis je t'ai jugé pour ne pas avoir de diplôme. C'est impardonnable. Je suis profondément désolé. Ma mère a pris la parole ensuite. Je t'ai écrit une lettre l'année dernière. Je pensais chaque mot, mais j'ai besoin de le dire à voix haute aussi. J'ai manqué à mon rôle de mère. J'ai priorisé les apparences et le confort au détriment de ton bien-être. Quand Graham t'a humilié à sa fête, j'aurais dû te défendre immédiatement. Au lieu de cela, j'ai ri. Je porterai cette honte pour le reste de ma vie. Je suis désolé, chérie. Je suis tellement désolé. Graham a posé sa fourchette. J'ai travaillé avec une thérapeute aussi, et j'ai dû faire face à des vérités difficiles sur moi-même. J'étais jaloux de toi, et toi. Tu es talentueux d'une manière que je ne suis pas, créatif, courageux et sincère. J'ai construit mon succès en partie sur ton travail, puis je me suis moqué de toi pour ne pas avoir de succès. La démission de Sacha a forcé une enquête dans mon cabinet. J'ai failli être renvoyé. Je suis toujours en probation, et je le méritais amplement. Je t'ai volé. Je t'ai trahi. J'ai honte de qui j'étais. J'essaie d'être meilleur, mais je sais que cela n'efface pas les dommages. Je suis désolé. Mélissa a parlé en dernier. Je ne te connaissais pas avant l'année dernière. Je ne savais que ce que Graham me disait, qui était une version biaisée conçue pour le faire bien paraître. Quand tu as exposé la vérité à la fête de Caleb, j'étais furieuse contre Graham. Nous avons failli nous séparer. Nous sommes en thérapie de couple depuis 1 an. Il fait le travail maintenant. Vraiment. Mais je voulais que tu saches que je te vois. Je vois ce qu'ils t'ont fait, et je suis désolé d'avoir participé à la continuation de ce mal en t'appelant et en t'accusant de mentir. Tu ne méritais pas ça. Je suis resté assis, assimilant tout cela. Ces excuses étaient différentes de la lettre. Elles étaient publiques, attestées, plus difficiles à rétracter, et elles semblaient sincères. Mais les mots sont faciles. J'avais besoin de savoir si quelque chose avait fondamentalement changé. J'apprécie tout cela, ai-je dit avec précaution. Vraiment, mais je dois être honnête. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous faire confiance pour l'instant. La confiance se gagne, et vous avez détruit la mienne. Ces excuses sont un début, mais ce ne sont que des mots. J'ai besoin de voir un changement constant au fil du temps avant d'envisager d'avoir à nouveau une vraie relation avec l'un de vous. Mon père a hoché la tête lentement. C'est juste. C'est plus que juste. J'ai besoin de limites, ai-je continué. J'ai besoin de savoir que si je dis non à quelque chose, ce sera respecté. J'ai besoin de savoir que ma carrière et mes choix ne seront pas écartés ou moqués. J'ai besoin de savoir qu'on ne me demandera plus jamais de me sacrifier pour cette famille. Compris, a dit ma mère doucement. Et j'ai besoin que vous compreniez tous autre chose, ai-je dit, en les regardant un par un. J'ai construit une belle vie sans vous. J'ai des gens qui m'aiment et me soutiennent. J'ai une carrière dont je suis fier. J'ai une partenaire qui me traite avec respect. Je n'ai plus besoin de cette famille. Je choisis de vous donner une chance parce que je le veux, pas parce que j'en ai besoin. C'est une distinction importante. Les yeux de Graham étaient rouges. Nous comprenons, et nous vous sommes reconnaissants d'être même prêts à essayer. La conversation est passée à des sujets plus légers après cela. Ils m'ont posé des questions sur mon travail, et je leur ai parlé des campagnes récentes. Ils ont posé des questions sur Olivia, et elle les a charmés avec des histoires sur ses projets de photographie. Ma mère m'a demandé si j'étais heureux, et j'ai répondu oui, sincèrement. Nous sommes partis vers 9 heures. Mes parents m'ont serré dans leurs bras pour me dire au revoir, plus longtemps cette fois. Graham a serré la main d'Olivia et l'a remercié d'être venue. Mélissa nous a raccompagnés à la voiture. Merci de nous donner une chance, a-t-elle dit. Je sais que nous ne la méritons pas. Nous verrons, ai-je dit honnêtement. Ce n'est qu'un premier pas. Dans la voiture, Olivia m'a demandé,
comment te sens-tu? Prudemment optimiste, ai-je dit. Il semble sincère, mais j'ai déjà été échaudé. Vas-y doucement, a-t-elle dit. Tu ne leur dois rien. Au cours des 6 mois suivants, ma famille a prouvé qu'elle prenait le changement au sérieux. Ma mère a envoyé des SMS occasionnels, toujours respectueux de mes limites, ne demandant jamais plus que ce que j'étais disposé à donner. Mon père a envoyé un chèque de 50 000 $, le montant qu'il avait calculé que j'avais dépensé pour ses frais médicaux et l'entreprise familiale. J'ai failli le renvoyer, mais Olivia m'a convaincu de le garder. Tu as gagné cet argent, a-t-elle dit. Tu t'es sacrifié pour eux. Laisse-les au moins faire une réparation financière partielle. J'ai déposé le chèque et l'ai utilisé comme acompte pour un condo dans les Heights, un investissement dans mon avenir. Graham me contactait tous les mois, jamais insistant, envoyant des nouvelles de Caleb et de ses propres progrès en thérapie. Il avait commencé à faire du bénévolat dans un programme de mentorat pour les jeunes, travaillant avec des enfants intéressés par les carrières en affaires. Il m'a envoyé une photo de lui avec un groupe d'adolescents lors d'un salon de l'emploi, l'air sincèrement heureux. J'essaie d'être le genre de mentor que j'aurais aimé être pour toi, disait son SMS. Lentement, prudemment, j'ai commencé à les laisser revenir. Pas complètement. Pas au centre de ma vie où ils pourraient me blesser à nouveau, mais à la périphérie où nous pourrions construire quelque chose de nouveau. À Noël cette année-là, j'ai accepté de passer une journée dans le New Jersey avec la famille, juste une journée, avec Olivia comme tampon. C'était étrange, mais pas horrible. Nous avons échangé des cadeaux. Caleb, maintenant âgé de 2 ans et demi, était fasciné par les fournitures artistiques que je lui avais apportées. Ma mère a pleuré quand je lui ai donné une photo encadrée de moi acceptant ma promotion de directrice de la création, un rappel visuel du succès que j'avais bâti sans eux. Je vais la mettre dans le salon, a-t-elle dit. Je veux que tous ceux qui nous rendent visite la voient. Je veux qu'ils sachent à quel point je suis fier de toi. Je n'ai pas corrigé son usage de fier. J'apprenais à accepter la réalité compliquée que les gens pouvaient être sincèrement fiers de vous maintenant, même s'ils vous avaient terriblement manqué de respect dans le passé. En mars, près de 2 ans après avoir quitté la fête d'anniversaire de Caleb, j'ai reçu une invitation inattendue. Le National Creative Council, NCC, organisait sa cérémonie de remise de prix annuelle à San Francisco. Ma campagne Axiom avait été nominée pour la campagne de l'année. Victor m'a appelé dans son bureau pour me le dire. Nous t'envoyons pour représenter l'agence. Tous frais payés. Et James, tu vas gagner. Je le sais. Tu ne peux pas savoir ça, ai-je dit, mais je souriais. Je reconnais le talent quand je le vois. Tu vas gagner. La cérémonie a eu lieu un samedi soir en avril. Pinnacle Creative Agency a envoyé toute une équipe, Victor, Alara, Léo, Cameron et moi. Olivia est venue comme ma cavalière. Nous avons pris l'avion pour San Francisco, avons séjourné dans un bel hôtel et avons passé la journée précédant la cérémonie à explorer la ville. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée dans une immense salle de bal, des centaines de professionnels de l'industrie en tenue de soirée. Quand ils ont annoncé les nominés pour la campagne de l'année, mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Et le gagnant est la refonte de la marque Axiom Technology, Pinnacle Creative Agency, designer principal James A. La salle a éclaté en applaudissements. Je me suis levé, les jambes tremblantes, et j'ai marché jusqu'à la scène. Le trophée était lourd dans mes mains, réel et solide. J'ai regardé le public et j'ai vu mon équipe applaudir, Olivia filmer sur son téléphone, des inconnus applaudir mon travail. Au microphone, j'ai dit « Merci ». Cette campagne représente tout ce en quoi je crois en matière de design, que le bon travail vient de l'authenticité, de la prise de risque, et du fait de s'entourer de gens qui croient en vous. Merci à Victor Sterling de m'avoir donné ma chance. Merci à mon équipe chez Pinnacle de m'avoir poussé à être meilleur. Et merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans ce voyage. Cela signifie tout. J'ai quitté la scène et j'ai été immédiatement entouré de félicitations, de gens voulant me serrer la main, de photographes prenant des photos. C'était bouleversant et merveilleux. Plus tard cette nuit-là, de retour à l'hôtel, j'ai posté une photo de moi avec le trophée sur les réseaux sociaux. J'utilisais rarement Instagram, mais cela valait la peine d'être partagé. En moins d'1 heure, les messages ont commencé à affluer, collègues de l'industrie, connaissances de l'université à qui je n'avais pas parlé depuis des années, anciens clients, puis un SMS de ma mère. J'ai vu ta publication. Chérie, je suis tellement incroyablement fier de toi.
Tu as fait tout cela par toi-même. Tu l'as mérité. Félicitations. Pour la première fois, sa fierté ne ressemblait pas à une tentative de réécrire l'histoire ou de s'attribuer le mérite. C'était un bonheur sincère pour ma réussite. J'ai répondu par SMS, merci, maman. Ça compte beaucoup. C'était un petit moment, mais il était important. Nous étions en train de construire quelque chose de nouveau. Lentement, prudemment, mais sincèrement. Des mois après avoir remporté la campagne de l'année, j'étais assis à mon bureau chez Pinnacle Creative Agency un jeudi après-midi lorsque Madame Ross, l'associée principale, a frappé à ma porte. « Tu as une minute ?» « Bien sûr. » Elle s'est assise, son expression sérieuse mais pas méchante. « James, je vais être direct parce que je pense que tu apprécies la franchise. Nous voulons te nommer associé junior. Nous t'offrons une participation au capital de l'agence, un siège à la table de la direction exécutive et un salaire de 190 000 $. Tu l'as mérité 10 fois. Qu'en dis-tu ? Je n'arrivais pas à parler. À 30 ans, on m'offrait une association dans une grande agence de publicité. 6 ans après que ma famille m'ait traité d'inutile. 3 ans après avoir quitté la fête de promotion de Graham avec rien d'autre que ma dignité, je réussissais au-delà de tout ce que j'avais imaginé possible. Oui, ai-je finalement réussi à dire ? Absolument. Oui. Madame Ross a souri. Bien. Bienvenue dans l'association, James. Tu l'as mérité. Ce soir-là, Olivia et moi avons célébré en dînant dans notre restaurant préféré. Nous avions emménagé dans notre nouveau condo dans les Heights des mois plus tôt, un bel appartement de 2 chambres avec des murs en briques apparentes et d'immenses fenêtres donnant sur une rue bordée d'arbres. C'était un foyer d'une manière qu'aucun autre endroit n'avait jamais été. Je suis fier de toi, a dit Olivia, levant son verre de vin. Pas seulement pour l'association, bien que ce soit incroyable. Je suis fier de la façon dont tu as reconstruit ta vie. De la façon dont tu as pardonné sans oublier. De la façon dont tu as laissé ta famille revenir sans les laisser te blesser à nouveau. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, ai-je dit honnêtement. Tu aurais pu, a-t-elle corrigé doucement. Mais je suis contente que tu n'aies pas eu à le faire. La relation avec ma famille avait continué d'évoluer. Nous n'étions pas proches, pas comme certaines familles l'étaient, mais nous avions trouvé un rythme qui fonctionnait, dîner mensuel, appels téléphoniques occasionnels, limite que tout le monde respectait. Ma mère avait cessé d'essayer de réécrire l'histoire. Mon père avait cessé d'offrir des conseils non sollicités. Graham avait cessé de s'attribuer le mérite de choses qui n'étaient pas les siennes. Ils avaient fait le travail, lentement, imparfaitement, mais sincèrement. Et j'avais fait mon propre travail aussi, apprendre à faire de la place à la fois pour la douleur qu'ils avaient causée et pour l'effort qu'ils faisaient. Maintenant, un samedi d'octobre, je me suis rendu dans le New Jersey pour la 3e fête d'anniversaire de Caleb. Cette fois, j'y suis allé seul. Olivia voyageait pour le travail, mais je me sentais bien d'y aller seul. Cela me semblait significatif, une preuve de guérison réelle. La fête se tenait dans le jardin de Graham et Melissa, décoré de ballons et de banderoles sur le thème des super-héros. Caleb était devenu un enfant adorable et énergique qui m'appelait oncle et me montrait tous les jouets qu'il possédait. Pendant la fête, je me suis retrouvé debout à côté de Graham près du barbecue. Nous avons regardé Caleb jouer avec ses cousins dans un silence confortable pendant un moment. « Est-ce que je peux te dire quelque chose ?» a dit Graham doucement. « Bien sûr. Je suis reconnaissant que tu aies quitté ma fête de promotion cette nuit-là. » Je l'ai regardé, surpris. « Je le pense » a-t-il continué. « Ce que je t'ai dit a été l'une des pires choses que j'ai jamais faites. Et si tu n'étais pas parti, si tu l'avais simplement accepté et étais resté, je n'aurais jamais eu à faire face au genre de personne que j'étais devenu. Ton départ nous a forcés à nous regarder en face. Ça nous a tous forcés à nous regarder en face. Je déteste t'avoir blessé à ce point, mais je suis reconnaissant que ta réaction ait été assez forte pour nous faire changer. Je ne savais pas quoi dire. Tu t'es sauvé toi-même, a dit Graham. Mais d'une manière étrange, tu m'as sauvé moi aussi. Tu m'as montré ce que c'est d'avoir des limites, d'exiger le respect, de se choisir soi-même. C'est une leçon que j'essaie d'enseigner à Caleb maintenant, qu'il n'a jamais à rester dans des situations où il n'est pas valorisé. Je suis content que tu en aies tiré des leçons, ai-je dit finalement. Je le suis vraiment. Moi aussi. Ce soir-là, en rentrant aux Heights, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours des 3 dernières années. L'humiliation,
la douleur, la décision de partir, la reconstruction, le succès, la réconciliation prudente. Tout cela m'avait mené ici, à une vie que j'aimais sincèrement. J'ai pensé au garçon que j'avais été à 22 ans, abandonnant l'école pour sauver sa famille, croyant que le sacrifice équivalait à l'amour. J'ai pensé à l'homme que j'avais été à 27 ans, pleurant dans sa voiture après avoir été moqué par les gens qui auraient dû le protéger. Et j'ai pensé à qui j'étais maintenant à 30 ans, réussi, aimé, guéri, entier. Le voyage m'avait appris des choses que je n'aurais pas pu apprendre autrement. J'avais appris que la vraie famille n'est pas une question de sang ou d'obligation. C'est une question de respect, de soutien, de présence constante et de choix mutuels chaque jour. Ma famille de cœur Olivia, Léo, Alara, Victor et Dr Lynn m'avaient appris à quoi ressemblaient les relations saines. J'avais appris que ma valeur n'était jamais déterminée par l'opinion de ma famille à mon égard. Pendant des années, j'avais cru au récit qu'ils avaient créé, que j'étais moins que rien, que j'avais échoué, que j'étais une déception. Partir avait été le premier pas vers la compréhension que leur perception n'était pas la réalité. Ma valeur existait indépendamment de leur reconnaissance. J'avais appris que le plus difficile dans la guérison n'était pas de confronter les personnes qui m'avaient blessé. C'était de me pardonner d'avoir accepté leur traitement pendant si longtemps. De croire que je méritais leur cruauté, de rester silencieux quand j'aurais dû parler. Le pardon de soi était plus difficile que de leur pardonner. J'avais appris que s'éloigner des situations toxiques n'était pas abandonner sa famille. C'était se choisir soi-même, valoriser son propre bien-être, refuser d'accepter des miettes quand on méritait un festin. Et parfois, ce choix était la chose la plus courageuse et la plus nécessaire que l'on puisse faire. J'avais appris que le succès n'était pas de prouver aux gens qu'ils avaient tort. C'était de construire quelque chose de si authentique et épanouissant que leurs opinions cessaient d'avoir de l'importance. Je n'ai pas gagné en détruisant ma famille ou en les faisant souffrir. J'ai gagné en créant une vie meilleure, construite selon mes propres termes, avec des gens qui m'ont valorisé dès le début. Et j'avais appris que la guérison n'était pas linéaire. Certains jours, j'étais en colère à nouveau. Certains jours, je pleurais les relations familiales qui ne pourraient jamais être entièrement restaurées. Certains jours, j'étais en paix. Tous ces sentiments pouvaient être vrais simultanément. La vie que j'avais maintenant, la carrière, la relation, les amitiés, les liens familiaux se reconstruisant lentement, rien de tout cela n'aurait été possible si je n'avais pas trouvé le courage de quitter cette fête de promotion 3 ans plus tôt. Si je n'avais pas dit, c'est la dernière fois que l'un de vous me verra et que je l'avais pensé. Cette décision, prise dans un moment de douleur et de fureur, m'avait sauvé la vie. Je me suis garé sur ma place, je suis resté assis dans ma voiture un instant et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'au contact de ma mère et je lui ai envoyé un SMS avec une photo prise plus tôt dans la journée. C'était une photo de Caleb et moi, tous les deux couverts de glaçage de gâteau d'anniversaire, riant à quelque chose de stupide qu'il avait dit. Juste un moment de pure joie. Aucune explication, aucune légende nécessaire, juste la preuve que je pouvais être heureux en leur présence maintenant, que la guérison était possible, que nous avions trouvé un moyen d'avancer, même si cela ne ressemblait en rien au passé. Elle a répondu immédiatement avec un emoji cœur. C'est magnifique. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. J'ai répondu par SMS, et je le pensais. L'amour était compliqué maintenant, limité par la prudence et l'autoprotection, mais il était réel. Je suis entré, où Olivia était rentrée tôt et préparait le dîner. Elle a levé les yeux quand je suis entré, a souri et a dit « Comment c'était ?» C'était bien, ai-je dit, et j'ai réalisé que je le pensais aussi. C'était vraiment bien. Cette nuit-là, allongé dans mon lit à côté d'Olivia dans notre maison que nous avions construite ensemble, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Non pas l'absence de douleur, mais la présence d'un contentement sincère. J'avais construit une vie dont j'étais fier. Je l'avais construite à partir de rien, sans l'aide des personnes qui auraient dû me soutenir dès le début, et cela la rendait d'autant plus précieuse. Si vous lisez ceci, si vous écoutez cette histoire et que vous vous reconnaissez dans mon expérience, je veux que vous sachiez quelque chose, vous méritez mieux. Si votre famille vous traite avec irrespect, rejette votre valeur, se moque de vos difficultés, vous méritez mieux. Il n'est pas de votre responsabilité de réparer les gens qui ne veulent pas être réparés. Ce n'est pas votre travail d'accepter la cruauté au nom de la loyauté familiale. Partir est difficile. C'est peut-être la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite, mais rester dans des situations qui vous diminuent est plus difficile à long terme.
Cela vous coûte votre respect de soi, votre confiance, votre sens des possibilités. Vous avez le droit de vous choisir. Vous avez le droit d'exiger le respect. Vous avez le droit d'établir des limites. Et vous avez le droit de vous éloigner des personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas vous valoriser, même si ces personnes sont de la famille. Le succès n'est pas une vengeance. Il ne s'agit pas de les rendre désolés ou de leur prouver qu'ils ont tort. Le succès consiste à construire une vie qui vous rend heureux. Une vie entourée de gens qui voient votre valeur dès le premier jour. Une vie où vous n'avez pas à vous rabaisser pour correspondre au récit de quelqu'un d'autre. Et si les gens qui vous ont blessé finissent par faire le travail, finissent par s'excuser, finissent par changer, c'est à vous de décider si vous les laissez revenir. Mais cette décision doit venir d'un lieu de force et de guérison, pas d'obligation ou de culpabilité. Il y a 3 ans, j'ai quitté une fête où ma famille m'a humilié. Aujourd'hui, je suis associé dans une grande agence de publicité. J'ai une belle maison avec quelqu'un que j'aime. J'ai des amitiés sincères. J'ai une famille que j'ai construite par choix. Et j'ai la paix. Cette paix valait chaque moment difficile du voyage pour y arriver. Vous aussi, vous méritez la paix. Vous méritez le respect. Vous méritez un amour qui ne vous oblige pas à vous diminuer. Et vous méritez le courage de vous éloigner de tout ce qui est moins que cela. Votre valeur n'est pas négociable. Elle ne l'a jamais été. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû vous éloigner de votre famille ou de relations proches pour vous protéger? Comment avez-vous trouvé le courage de vous choisir? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide plus de gens à trouver ces histoires lorsqu'ils en ont le plus besoin. Et si vous voulez entendre plus d'histoires réelles sur la façon de surmonter les défis familiaux, la trahison et de trouver votre propre force, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est permis de se choisir, que s'éloigner n'est pas abandonner, et que la meilleure vengeance est de construire une vie dont vous êtes sincèrement fier. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de faire partie de cette communauté où nous nous soutenons mutuellement dans les moments les plus difficiles. J'espère que mon expérience vous a apporté quelque chose de précieux. Que ce soit la validation, l'espoir, le courage ou simplement le savoir que vous n'êtes pas seul, prenez soin de vous. Vous méritez de bonnes choses.